Mon patron m'a humilié lors d'une retraite de luxe. Elle a l'habitude de récurer les sols, laissez-la nettoyer la piscine, m'a-t-il lancé une serpillière devant tout le monde. Ils ont ri. Il ignorait que la liste des invités venait de changer. J'ai disparu ce soir-là et suis revenu en hélicoptère. Le silence s'est installé. La Mercedes argentée s'est éloignée de l'allée circulaire, me laissant seul avec mon sac de sport cabossé et le poids d'une promesse faite à une femme qui ne pouvait plus me tenir responsable. Mes baskets blanches et raflées les mêmes que celles que j'avais portées à l'université où me semblaient étrangères sur les marches de marbre poli de Serenity Haven. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais là, sur le point de devenir invisible dans le lieu même que ma mère avait construit de ses rêves. Les ongles manucurés de la réceptionniste claquaient sans interruption sur son clavier à mon approche. Son nom indiquait, Brittany, en lettres d'or, et son expression suggérait que j'interrompais quelque chose de bien plus important que mon arrivée. « Tu es la nouvelle ?» demanda-t-elle, les yeux toujours rivés sur son écran. Pointe, prends un uniforme, ne sois pas en retard. Vestiaire au bout du couloir, 3e porte à droite. L'orientation commence dans 20 minutes. J'ai hoché la tête, absorbant chaque détail, la façon dont elle ne disait pas son nom, l'indifférence éprouvée de quelqu'un qui avait prononcé ce discours d'innombrables fois dans sa voix, la subtile posture qu'elle avait employée pour créer une distance. Je n'étais pas une personne pour elle, j'étais juste une autre paire de mains remplaçables. « Merci », dis-je doucement en mettant mon sac sur l'épaule. Elle ne répondit pas à ma gratitude. Le couloir des employés me donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Fini les tons chauds et la douce lumière des espaces réservés aux clients. Ici, les ampoules fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres crues sur les murs beiges. Mes pas résonnaient sur le sol en linoléum, chaque pas m'éloignait de la vie que j'avais connue et m'enfonçait plus profondément dans la réalité que ma mère avait voulu me faire comprendre dès le premier jour. Je suis devenu un observateur attentif du comportement humain. Lors de mon premier service en cuisine, j'ai vu le chef Marcus s'en prendre à un jeune commis de cuisine qui avait coupé des oignons un peu trop gros. « On ne nourrit pas de cochons ici », a-t-il crié, le visage rouge. « Recommence, et cette fois, utilise ton cerveau. » Les mains du gamin tremblaient lorsqu'il a recommencé, et j'ai vu quelque chose s'éteindre dans son regard, l'étincelle d'enthousiasme que chaque nouvel employé apporte à son premier jour. Mais c'est Scott Morrison, le directeur des opérations, qui attirait véritablement l'attention. Il arpentait les couloirs tel un roi, inspectant son royaume en pantalon kaki repassé et polo qui le distinguait de la direction, même sans badge. « N'oubliez pas, messieurs, avait-il annoncé lors des réunions du personnel, vous êtes tous superflus. Il y a une file de candidats qui attendent pour prendre votre place. » Il marquait une pause, laissant la menace retomber comme de la poussière. L'excellence n'est pas facultative ici. C'est une question de survie. Le personnel d'entretien occupait un échelon encore plus bas sur cette échelle invisible. Jordan Martinez travaillait silencieusement, efficacement sa ceinture à outils cliquetait doucement tandis qu'il avançait dans l'ombre du petit matin et de la fin de soirée. La plupart des gens le regardaient droit à travers, comme s'il faisait partie du mobilier, mais j'ai remarqué comment il tenait les portes pour les femmes de ménage âgées, qu'il avait toujours une ampoule de rechange ou un stylo en état de marche. Il y avait de la gentillesse dans son silence, de la dignité dans son invisibilité. Le 3e jour, alors que je me changeais, j'entendis des pleurs étouffés provenant des toilettes. Le son était étouffé, désespéré, quelqu'un s'efforçait de ne pas être entendu. J'ai reconnu la voix, Emma, à peine 19 ans, le regard avide et les mains 2 fois plus rapides que celles des autres. On lui avait assigné les suites d'invités, le poste le plus surveillé du service d'entretien. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas posé de questions. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la barre de céréales que j'avais gardée du déjeuner. Je l'ai glissée sous la porte de la cabine et j'ai attendu. Les pleurs ont cessé. Une main tremblante s'est penchée et a pris l'offrande. « Merci », murmura une voix. Je lui serrai doucement l'épaule pour franchir la porte, puis je partis sans un mot. Parfois, la gentillesse est plus éloquente que les conversations. La salle de pause est devenue mon observatoire, 20 minutes de temps libre où les masques tombaient et où les vraies personnalités émergeaient. La plupart des tables bourdonnaient de ragots et de plaintes, mais une était perpétuellement vide, à l'exception d'une seule personne. Gloria Santos travaillait à Serenity Haven depuis 8 ans, ses cheveux argentés étaient toujours bien coiffés malgré les exigences physiques de son travail. Elle mangeait seule, lisait des romans de poche aux couvertures chaudes et s'occupait de ses affaires avec la sagesse de quelqu'un qui avait appris à parler et à écouter.
Un après-midi particulièrement épuisant, après avoir frotté le carrelage de la salle de bain d'invités jusqu'à en avoir mal aux genoux, je me suis effondré sur la chaise en face d'elle. Elle a levé les yeux de ses tranches de pommes et de son roman d'amour, a étudié mon visage un instant, puis a tapoté le siège à côté d'elle. Je ne parle pas beaucoup non plus, dit-elle d'une voix avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager le silence. À partir de ce jour, nous sommes devenus compagnes de silence. Elle offrait la moitié de sa pomme, je partageais mes crackers. Pas d'histoire de vie, pas de plainte contre la direction, pas de ragot sur les collègues, juste deux femmes trouvant la paix l'une auprès de l'autre pendant le bref répit entre deux services. Mon carnet est devenu mon compagnon de tous les instants, un petit journal noir où je notais des observations qui pouvaient paraître insignifiantes aux autres, mais qui me dressaient un tableau complet, horaire du personnel, habitudes de gestion, plaintes des clients, problèmes de maintenance non signalés. Pendant les pauses déjeuner, je dessinais l'agencement des différents étages, notant les angles morts du système de sécurité et les zones où les employés se sentaient libres de s'exprimer. C'est lors d'une de ces séances de croquis que Jordan m'a trouvé. J'ai choisi un coin tranquille près du quai de chargement, ai-je dit, mon stylo parcourant rapidement la page tandis que je traçais les couloirs de service. Tu prévois une évasion, demanda-t-il d'un ton léger mais curieux. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste un intérêt sincère. Je levai les yeux et le regardai attentivement. Il avait un regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, et des mains calleuses qui témoignaient d'un travail honnête. Plutôt comprendre comment tout est lié, ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme si c'était parfaitement logique. Cet endroit recèle plus de passages secrets que la plupart des gens ne le pensent, dit-il. Il a été construit ainsi exprès. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, la femme qui l'a conçu a compris que parfois, on a besoin d'échappatoire. Mon stylo s'est arrêté de bouger. Le propriétaire d'origine, ai-je demandé. Oui, dit-il. Helena Hartley. Elle est décédée il y a quelques années, mais tous ceux qui travaillaient pour elle parlent encore de la différence des choses à l'époque. Sa voix exprimait un respect sincère. Elle connaissait le nom de chacun, demandait des nouvelles de leur famille, faisait en sorte que cet endroit soit, eh bien, comme une famille. J'ai repris mon dessin, mais ma main tremblait légèrement. Qu'est-il arrivé à sa famille, ai-je demandé. Je crois qu'elle avait une fille quelque part, dit-il, mais elle ne vient jamais. Elle est probablement trop occupée par sa vie de luxe pour se soucier de cet endroit. Il haussa les épaules. Je ne peux pas lui en vouloir. L'argent change les gens. Si seulement il savait à quel point il se trompait au sujet de cette fille. Mais mon silence était devenu mon plus grand atout, et je n'allais pas l'abandonner maintenant. Au lieu de cela, j'ai simplement souri et suis retourné à mon dessin, ajoutant une note supplémentaire à la collection grandissante de vérités que je rassemblais sur l'héritage de ma mère et sur ceux qui le détruisaient ou tentaient désespérément de préserver ce qui restait de sa vision. L'email est arrivé un mardi matin, marqué de points d'exclamation rouge et de la signature de Scott, réservation complète des installations de Vitech Industries, tolérance zéro pour les erreurs. Souriez plus largement. Parlez moins. Soyez invisible. Le logo de l'entreprise technologique brillait sur l'entête, un design épuré et moderne, promesse d'innovation et de rupture. Ce qu'il bouleversait, je le découvrirais bientôt, c'était le peu de dignité que je pensais pouvoir conserver. Les préparatifs étaient d'une intensité militaire, des équipes de ménage supplémentaires, du personnel de cuisine à plein régime, des jardiniers tondant chaque brin d'herbe à la perfection. Scott arpentait les couloirs tel un général avant la bataille, presse-papier serré, aboyant ses ordres avec une ferveur sans précédent. Ces gens paient plus en un week-end que la plupart d'entre vous en 6 mois, a-t-il annoncé lors de la réunion d'urgence du personnel. Agissez en conséquence. J'ai tiré la courte paille, la piscine et la terrasse sous le soleil impitoyable de juillet. Pendant que les autres employés se réfugiaient dans des intérieurs climatisés entre deux tâches, je passais mes journées à récurer le carrelage de la piscine, à disposer les chaises longues selon des motifs géométriques précis et à polir les surfaces vitrées qui me renvoyaient la chaleur ardente. Mon uniforme, déjà délavé par d'innombrables lavages, s'assombrissait de taches de sueur qu'aucun lavage ne pouvait faire disparaître. Les dirigeants de Vitech arrivèrent dans un convoi de SUV noirs. Leurs bagages de marque furent pris en charge par des grooms, tandis qu'ils pénétraient dans le hall d'entrée vêtus de tenues décontractées onéreuses, le genre de décontraction calculée qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je les observais depuis le pool house, remarquant leur démarche avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais remis en question leur droit d'occuper l'espace. Le deuxième jour, la chaleur était insupportable.
La terrasse de la piscine irradiait de chaleur à travers mes chaussures à semelles en caoutchouc, et les poignées métalliques de mon équipement de nettoyage me brûlaient les paumes. Je me surprenais à faire de fréquentes pauses à l'ombre, pressant des bouteilles d'eau froide contre mes poignets pour rafraîchir mon sang brûlant. Aucun des invités ne semblait remarquer la température. Ils se prélassaient confortablement sous les parasols du marché, leur boisson constamment rafraîchie par des serveurs attentionnés. L'apéro-vin était prévu pour vendredi soir, le clou de leur séjour. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres romantiques sur la terrasse où j'avais passé la semaine à récurer. Un quatuor de jazz jouait doucement tandis que les serveurs circulaient avec des flûtes à champagne et des canapés artisanaux. J'étais chargé de maintenir le périmètre, vider les cendriers et ramasser les verres abandonnés avec l'efficacité fantomatique d'un bon employé. Scott apparut à mon coude tandis que je me penchais pour récupérer une serviette jetée. Son eau de Cologne était irrésistible dans la chaleur du soir, une douceur essayurante qui me retournait l'estomac. « Assurez-vous de rester occupé » siffla-t-il d'une voix suffisamment basse pour que les invités à proximité ne l'entendent pas, « ces gens ne veulent pas vous voir rester là. » J'ai hoché la tête et poursuivi mon tour. Autour de moi, les conversations grouillaient de jargon industriel et de ragots d'entreprise, acquisition, perturbation du marché, changement de personnel, tout cela était abordé avec autant de désinvolture que la météo. Je me suis penché pour lever un autre verre et j'ai réalisé, je ne disparaîtrai pas ici. Pas silencieusement. Pas aujourd'hui. Cruauté désinvolte. Des gens qui considéraient les ressources humaines comme telles, des ressources à optimiser ou à éliminer. Un cadre a éclaté de rire en évoquant le « grand ménage » de son département d'ingénierie, la métaphore lui étant plus proche qu'il ne l'aurait imaginé. Le moment est arrivé sans prévenir. J'étais en train de remplir le seau à champagne de glaçons lorsque la voix de Scott trancha le brouhaha ambiant comme une lame. Un timing parfait. Son ton était jovial, mais avait un côté mordant qui interrompit plusieurs conversations. « Elle a l'habitude des serpillères » annonça-t-il. « Laisse-la aussi nettoyer le siphon de la piscine. » La serpillière apparut dans mon champ de vision avant que je puisse comprendre ce qui se passait. Le lancer de Scott était délibéré, théâtral ou une performance conçue pour une humiliation maximale. Le manche en bois heurta le bord du seau à champagne avec un bruit métallique, projetant des glaçons sur les dalles du patio. Le champagne éclaboussa mon tablier, les bulles accrochant les guirlandes lumineuses comme des diamants liquides. Le silence qui suivit me parut infini. J'entendais les battements de mon cœur, le quatuor de jazz au loin, le doux clapotis de l'eau de la piscine sur le carrelage. Puis vint le rire, non pas le rire chaleureux et inclusif d'une joie partagée, mais quelque chose de tranchant et de prédateur. Il commença par une personne, puis se propagea comme une vague toxique. Des téléphones apparurent dans les mains, des appareils photo pointés dans ma direction, comme si je participais au divertissement de la soirée. Mon corps s'est mis à bouger en mode pilote automatique. Je me suis penché, j'ai récupéré la serpillière et je me suis redressé lentement. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais d'une rage si pure qu'elle menaçait de me consumer de l'intérieur. Chaque fibre de mon être me criait de libérer des années de formation en école de commerce, de révéler qui ils étaient vraiment, de voir leur visage s'effondrer lorsqu'ils ont réalisé leur erreur. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis parti. Chaque pas me donnait l'impression de soulever des blocs de béton, mais je gardais le dos droit et le menton droit. Le rire m'a suivi à travers le patio, le portail de la piscine, le long des jardins soigneusement entretenus que ma mère avait dessinés. Il résonnait encore dans mes oreilles après avoir atteint la sécurité du couloir de service. De la fenêtre de la cuisine, j'ai aperçu Gloria. Debout devant l'évier industriel, les mains immobiles dans l'eau savonneuse, elle observait la scène avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ses traits doux étaient devenus durs comme du granit, et ses yeux brillaient d'une fureur qui faisait pâlir ma propre colère en comparaison. Elle a vu mon regard et a hoché la tête non pas par sympathie, mais par reconnaissance. Elle comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Mais une femme dans la foule n'avait pas ri. Nona Foster était assise à une table dans un coin, son verre de vin intact, son visage maquillé d'un air professionnel qui dissimulait à peine son dégoût. Je l'avais remarqué plus tôt dans la semaine, elle demandait leur nom au serveur, disait « s'il vous plaît » et « merci » et laissait ses serviettes soigneusement pliées en quittant la piscine, ou une anomalie dans un groupe qui traitait le personnel de service comme un objet décoratif. Plus tard, alors que j'essuyais méthodiquement les chaises longues dans la lumière déclinante, elle s'est approchée. Ses pas étaient mesurés, posés, me laissant le temps de reprendre mon calme. « Excusez-moi » dit-elle doucement, d'une voix sincèrement respectueuse. Quand je relevai les yeux,
Elle me glissa une carte de visite dans la paume avec une discrétion maîtrisée. Si jamais vous avez besoin d'un témoin ou d'un avocat, murmura-t-elle, son regard plongeant dans le mien avec une sincérité indéniable. La carte était élégante et coûteuse, Nona Foster, avocate en droit du travail, avec l'entête d'un cabinet prestigieux. Je la glissai dans la poche de mon tablier sans un mot, mais elle vit la gratitude dans mes yeux avant de se détourner. Ce soir-là, j'ai plié les serviettes pour la dernière fois dans la buanderie qui était devenue ma seconde maison. Mes mains effectuaient automatiquement les gestes familiers tandis que mon esprit digérait les événements de la soirée. J'ai sorti un papier à lettres de l'hôtel et j'ai écrit soigneusement. Gloria, merci de m'avoir vu quand les autres me voyaient à travers moi. Ta gentillesse a été primordiale. J'ai enlevé mon uniforme lentement, savourant le poids symbolique de chaque pièce retirée. L'étiquette nominative a été jetée à la poubelle, le tablier a suivi. J'ai enfilé mes propres vêtements, un jean et un simple t-shirt qui me faisaient l'effet d'une armure après des jours passés dans cette prison en polyester. Le portail de service arrière grinça lorsque je l'ouvris, pénétrant dans la douce nuit. Derrière moi, le refuge brillait d'une lumière dorée, des rires s'échappant encore du patio où mon humiliation était devenue leur divertissement. Je ne me retournai pas, je ne dis pas au revoir. Certaines sorties se passent d'explications, elles parlent d'elles-mêmes. Les phares d'un SUV noir perçaient l'obscurité tandis que j'approchais de la route principale. Mes pas résonnaient sur l'asphalte. Davis quitta le siège conducteur, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et à la dignité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de la discrétion. Il ne posa aucune question ni ne fit de commentaires sur mon apparence négligée, ni sur le fait que je sortais par l'entrée de service à presque minuit. « Monsieur Lincoln vous attend », dit-il simplement en ouvrant la porte arrière avec une efficacité éprouvée. Les sièges en cuir semblaient étranges après des semaines de chaises de salle de pause en plastique et de casier métallique. En quittant Serenity Haven, j'ai vu les lumières dorées se rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à disparaître complètement derrière un rideau de chêne. Les 40 minutes de route se sont déroulées dans un silence complet, pas de radio, pas de bavardage, juste le vrombissement régulier des pneus sur le bitume et mes pensées tourbillonnant comme des nuages d'orage. Davis comprenait le poids de ces moments, ces transitions qui exigeaient du temps pour respirer, digérer, se préparer à la suite. Son regard a croisé le mien dans le rétroviseur, un bref signe de reconnaissance qui exprimait plus de compréhension que les mots ne le pourraient. Le domaine de Lincoln était niché au cœur de collines ondulantes, son architecture victorienne adoucie par le lierre grimpant et les porches enveloppants évoquant les dimanches après-midi et le thé sucré. Une lumière chaude se déversait des fenêtres, et je pouvais voir la silhouette de papa arpenter son bureau, une habitude qu'il avait conservée depuis mon enfance, parcourant le périmètre de ses pensées jusqu'à ce qu'elles s'éclaircissent. Il m'a accueilli à la porte d'entrée avant même que je puisse frapper, une tasse de café fumant déjà à la main. Richard Lincoln avait été l'avocat de ma mère, son associé et son ami le plus proche pendant plus de 20 ans. À sa mort, il était devenu bien plus que cela, le gardien de ses secrets, l'exécuteur testamentaire de ses rêves impossibles et mon tuteur malgré moi tout au long de cette odyssée de découverte qui a duré 1 an. « Tu aurais pu partir après 2 mois, dit-il en me tendant le café. Sa voix exprimait le poids de quelqu'un qui m'avait vu endurer bien plus que ce qu'une fille devrait endurer au nom du respect des volontés de sa mère. J'entourais la céramique chaude de mes mains, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Maman serait restée toute l'année, répondis-je en m'installant dans le fauteuil en cuir familier en face de son bureau. Peu importe la difficulté. Il scruta mon visage avec l'œil expert de quelqu'un qui avait négocié des contrats de plusieurs millions de dollars en déchiffrant les expressions subtiles. Parle-moi de ce soir, dit-il doucement. Je racontai les événements de la soirée avec une précision clinique, observant sa mâchoire se crisper à chaque détail. Quand j'arrivai au passage où la serpillière heurta le seau à champagne, ses jointures blanchirent autour de sa tasse de café. Quand j'ai eu fini, dis-je, l'horloge du grand-père dans le coin avait sonné 2 fois, marquant le passage du temps que nous ne pourrions jamais récupérer. Elena a construit Serenity Haven comme un sanctuaire, dit-il finalement, la voix chargée de souvenirs. Après son diagnostic de cancer, après des mois de traitement qui l'ont entièrement anéanti, sauf sa détermination à survivre, elle a voulu créer quelque chose de beau, quelque chose de guérisseur. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les jardins qui rappelaient ceux que ma mère avait conçus lors de la retraite. Il ne s'agissait pas toujours de primes d'entreprise et de primes de dirigeants, poursuivit-il. Elle imaginait un lieu où chacun pourrait trouver la paix, quel que soit son budget. Il sortit un album photo de son classeur, des images de familles se remettant d'une tragédie, des groupes de soutien pour les survivants du cancer, des séances d'art-thérapie pour les enfants handicapés.
Ma mère avait mis tout son cœur dans chaque détail, des jardins de méditation aux sentiers accessibles aux fauteuils roulants qui serpentaient à travers les prairies de fleurs sauvages indigènes. Sa voix s'adoucit lorsqu'il retourna à son bureau. Elle aurait pu simplement te laisser la majorité des parts de l'entreprise. Au lieu de cela, elle a insisté pour que tu la gagnes en te mettant à la place de tous ceux qui travailleraient pour toi. Il ouvrit un porte-document en cuir, révélant des pages de notes manuscrites rédigées avec soin par ma mère. Un an, tous les postes de débutants, sans exception. J'ai tracé mon doigt le long de ces mots, sentant l'empreinte de son stylo contre le papier. Elle voulait que tu comprennes le poids du leadership, murmurai-je. Elle voulait que vous compreniez le poids de l'humanité, corrigea Teil. Elena savait que le pouvoir sans empathie devient tyrannique. Elle avait vu trop de dirigeants considérer leurs employés comme des biens jetables plutôt que comme des êtres humains avec une famille, des rêves et de la dignité. Le voyage m'avait fait traverser 4 États et traverser 11 mois épuisants, des cuisines industrielles à Atlanta, où les brûlures et les coupures étaient considérées comme des risques professionnels, des laveries à Nashville, où la chaleur atteignait des niveaux dangereux et où personne ne se plaignait parce qu'ils avaient besoin de travail, des services à la clientèle à Asheville, où des clients prétentieux nous criaient dessus comme si nous étions des sacs de frappe émotionnels. Chaque poste m'a appris quelque chose de différent sur le fonctionnement de l'hôtellerie, à quelle vitesse le roulement du personnel se produisait lorsque les managers régnaient par la peur, à quel point de petites gentillesses pouvaient transformer la journée entière de quelqu'un, et à quel point la dignité n'était pas un luxe mais un droit humain fondamental que trop d'employeurs oubliaient de garantir. Scott Morrison était le test ultime, dis-je en sortant mon carnet et en le faisant glisser sur le bureau. Tout ce que j'ai observé, chaque conversation que j'ai surprise, chaque abus dont j'ai été témoin, tout est documenté. Papa feuilletait les pages, son expression devenant plus sombre à chaque entrée, taux de rotation du personnel approchant les 90% par an, plaintes déposées et mystérieusement disparues. Une culture toxique qui avait transformé le sanctuaire de ma mère en exactement le genre de lieu de travail qu'elle avait passé sa vie à essayer de réformer. On en a assez vu, dit-il finalement en refermant le carnet d'un claquement sec. Son téléphone vibra contre le bureau, un SMS qui le fit sourire pour la première fois de la soirée. Je suis Stéphanie Hartley, vice-présidente des opérations et des relations avec les employés. Vos cartes de visite sont arrivées cet après-midi. J'ai sorti la carte de Nina Foster, dont l'élégant lettrage reflétait la lumière de la lampe. J'ai tapé un message sur mon téléphone, je suis prêt. La réponse est arrivée en quelques minutes, je serai là lundi matin. Il est temps de rectifier le tir. Mon appel suivant a été adressé aux ressources humaines de notre siège social. Le responsable de nuit, habitué aux urgences, a répondu à la deuxième sonnerie. Je suis Stéphanie Hartley, ai-je dit. J'ai besoin de l'intégralité des dossiers de plaintes internes concernant Serenity Haven, remontant à 3 ans. J'ai également besoin des rapports de rotation du personnel, des transcriptions d'entretien de départ et de toute documentation relative aux pratiques de gestion de Scott Morrison. Ma voix m'a surpris, calme, claire, porteuse de l'autorité dont j'avais hérité mais que je n'avais jamais pleinement revendiquée jusqu'à cet instant. À quelle vitesse pouvez-vous compiler ces informations, ai-je demandé. Nous pouvons tout préparer d'ici lundi matin, mademoiselle Hartley, répondit-il. Tu as besoin d'autre chose. J'ai jeté un coup d'œil à papa, qui a hoché la tête pour l'encourager. Planifiez un audit complet des installations mardi et prévoyez une relève temporaire de la direction. Nous pourrions être amenés à procéder à des changements de personnel immédiats. Après avoir raccroché, je me suis installé dans le silence familier du bureau de papa, entouré de livres de droit et de photos de famille, des images de maman d'époque plus heureuse. La femme sur ces photos rayonnait de la même force tranquille que j'avais tenté de canaliser toute l'année, de la même détermination à créer un changement positif dans un monde qui privilégiait souvent la cruauté plutôt que la compassion. Elle serait fière de toi, dit doucement papa, suivant mon regard vers une photo de maman coupant le ruban lors de l'inauguration de Serenity Haven. Non pas parce que tu vas réclamer justice, même si c'est important. Elle serait fière parce que tu as choisi d'apprendre plutôt que de juger, de comprendre plutôt que de condamner. La vérité derrière le nom Hartley avait plus de poids que je ne l'avais jamais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de propriété ou d'héritage, il s'agissait de responsabilité, d'héritage et du courage de transformer la douleur en but. Demain apporterait des confrontations, des conversations difficiles et le genre de décision de leadership qui définirait non seulement ma carrière, mais aussi la personne que j'ai choisi de devenir. Le lundi matin est arrivé avec cette clarté qui rend tout possible. J'ai choisi ma tenue avec soin, un pantalon anthracite qui exprimait l'autorité sans arrogance, un blazer bleu marine qui imposait le respect, et les boucles d'oreilles en perles que maman portait à chaque réunion d'affaires importante.
Le badge me semblait imposant dans la paume de ma main. Stéphanie Hartley, vérificatrice de terrain, opération de l'entreprise. Fini les uniformes en polyester, fini l'anonymat. Les portes d'entrée du Serenity Haven s'ouvrirent dans un léger bruissement de climatisation tandis que j'entrais dans le hall en marbre. Britney était toujours assise derrière son comptoir impeccable, ses doigts manucurés s'arrêtaient sur le clavier à mon approche, son expression passant de l'indifférence pratiquée à la curiosité. Elle ne me reconnaissait pas, 3 semaines avaient transformé bien plus que mes vêtements. « Bonjour », dis-je en lui présentant mon badge avec la même courtoisie professionnelle que j'avais autrefois espérée. Stéphanie Hartley, opération générale. J'aurai besoin d'accéder à la salle de réunion du personnel dans 15 minutes. Ses yeux s'écarquillèrent en réfléchissant au nom Hartley comme sur les plaques partout dans le bâtiment, comme sur le papier à en-tête de l'entreprise. Bien sûr, Madame Hartley. Dois-je prévenir Monsieur Morrison? Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je, voyant la reconnaissance se dessiner sur son visage. Il sera informé sous peu. Le couloir des employés avait une atmosphère différente, chargée d'impatience plutôt que de résignation. Les nouvelles se propagent vite dans ce genre d'endroit. Lorsque j'ai atteint la salle de briefing, les conversations s'étaient muées en murmures et regards interrogateurs. Les lumières fluorescentes, autrefois cruelles, éclairaient désormais un espace sur le point de se transformer. Sandra Williams, DRH, était arrivée 30 minutes plus tôt, sa mallette remplie de documents qui allaient tout changer. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et à l'attitude pragmatique de quelqu'un qui a passé des décennies à nettoyer les dégâts des autres, examina une dernière fois ses dossiers tandis que le personnel entrait dans la pièce. J'ai vu des visages familiers s'emparer de leurs sièges habituels, Jordan près du fond, sa ceinture à outils troquée contre un pantalon kaki propre et une chemise boutonnée qui le faisait paraître plus jeune, plus optimiste. Emma, la jeune femme de ménage qui avait pleuré dans la cabine des toilettes, a choisi un siège au milieu de la rangée, sa posture plus droite que je ne l'avais jamais vue, et là, Gloria s'installait dans son fauteuil d'angle habituel avec la dignité tranquille qui m'avait attiré vers elle des semaines auparavant. Lorsque Scott entra, l'atmosphère changea sensiblement dans la pièce. Il portait son uniforme habituel, un pantalon kaki repassé et un polo, son presse-papier serré contre lui comme un bouclier contre un audit d'entreprise qui s'apprêtait à perturber son royaume soigneusement construit. Son regard parcourut la pièce avec une autorité exercée jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. L'espace d'une fraction de seconde, la confusion traversa son visage où il m'avait déjà vu, quelque part, à un moment donné mais il ne parvenait pas à le situer. Puis Sandra se leva, et son attention se porta sur la menace immédiate d'une évaluation RH. « Bonjour à tous », ai-je commencé, d'une voix calme et autoritaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner les normes de conduite éthique de Serenity Haven. Cet établissement est fier de son excellence en matière d'hospitalité, et nous voulons nous assurer que cela se reflète dans notre façon de nous comporter les uns envers les autres, en tant que collègues et membres de l'équipe. Des murmures parcoururent le personnel tel le vent dans les hautes herbes. Je vis Marcus, le chef de cuisine, remuer inconfortablement sur son siège, le visage du chef d'entretien pâli. Gloria, ma chère Gloria, laissa tomber son stylo dans un léger bruit qui résonna dans le silence soudain. Son regard croisa le mien à travers la pièce, et je vis la compréhension s'épanouir sur son visage buriné. La femme silencieuse qui avait partagé des pommes en silence, qui avait offert sa gentillesse sans rien attendre en retour, me voyait enfin, pour la première fois me voyait vraiment. Sa main se pressa contre son cœur, comme pour calmer son soudain battement. Le rire de Scott transperça la tension comme une lame. Se levant de sa chaise avec une assurance théâtrale, il dit « Tiens, maintenant, tu joues à l'inspecteur. Et ensuite ? Tu vas nous apprendre à plier les serviettes correctement ?» La condescendance dans sa voix était palpable, destinée à me rabaisser devant ceux-là même qu'il avait vu humilier les autres d'innombrables fois. J'ai fouillé dans ma mallette et j'en ai sorti un épais dossier en papier craft rempli de documents. Ceux-ci, dis-je en lui tendant le dossier, sont des plaintes officielles du personnel et des rapports d'incidents de clients directement liés à vos pratiques de gestion, Monsieur Morrison. Je l'ai regardé ouvrir le dossier. 23 cas documentés de harcèlement au travail, de comportements hostiles envers les employés et de manquements aux règles de conduite s'étalant sur les 18 derniers mois. Son sourire confiant s'est estompé, j'ai vu son visage se vider de ses couleurs tandis qu'il reconnaissait incident après incident, plaintes qu'il avait rejetées, griefs qu'il avait étouffés, témoignages de collaborateurs qui avaient enfin trouvé le courage de dire leur vérité. C'est ridicule, balbutia-t-il, la voix dénuée de sa conviction habituelle. Ces gens se plaignent de tout. On ne peut pas gérer une entreprise en dorlotant tout le monde.
Monsieur Morrison, interrompit Sandra, d'un ton empreint de décennies d'autorité RH, sur la base de ces violations documentées et des témoignages, la direction a approuvé votre suspension immédiate dans l'attente d'une enquête approfondie. Vous devrez remettre vos cartes d'accès et tous les biens de l'entreprise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Le visage de Scott oscilla entre l'incrédulité, la colère et finalement la panique désespérée, tandis que la réalité de sa situation se cristallisait. Il regarda autour de lui, s'attendant peut-être à ce que quelqu'un le défende, parle en sa faveur. Au lieu de cela, il ne trouva que les visages de ceux qui l'avaient terrorisé pendant des mois. Le voyant assumer ses conséquences pour la première fois, il se précipita vers la porte, son bloc-notes tombant au sol lorsqu'il passa devant la chaise de Jordan. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, sans que l'on sache si c'était à moi ou à la salle en général. La porte claqua derrière lui avec un claquement définitif qui sembla libérer quelque chose dans l'air, la tension qui montait depuis des mois, la peur qui avait trop longtemps réduit les bonnes personnes au silence. Personne n'applaudit. Personne n'acclama. Le moment était trop lourd, trop important pour être célébré. Au lieu de cela, il y eut une exhalaison collective, comme si chacun avait retenu son souffle plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis dans la salle de conférence principale du séminaire, face aux dirigeants du VTech, qui devaient rester 2 jours de plus. Nina Foster était assise au premier rang, l'expression indéchiffrable, mais sa présence profondément rassurante. Les autres étaient rassemblés en groupe, leur tenue décontractée et leurs postures assurées les désignant comme des personnes peu habituées aux leçons de comportement. Il y a 3 nuits, commençai-je d'une voix ferme malgré le poids de ce que j'allais partager, je portais un uniforme de femme de ménage et je portais une serpillière qu'on a jetée à mes pieds hauts pour votre divertissement. Des murmures de reconnaissance parcoururent le groupe tandis que les souvenirs s'immisçaient. Tu as ri. Tu as pris des photos. Tu as traité la dignité humaine comme un objet jetable pour un moment de divertissement. Une femme au dernier rang s'essuya les yeux avec un mouchoir, le visage rouge de ce que j'espérais être de la honte. D'autres s'agitaient, mal à l'aise, trouvant leur téléphone ou la surface de la table infiniment intéressant. Mais Nona était assise, les bras croisés, le visage rayonnant de fierté et l'expression de quelqu'un qui avait fait le bon choix au moment le plus important. Je veux vous parler du véritable prix de ce rire, ai-je continué, et pendant les 20 minutes qui ont suivi, j'ai partagé non seulement mon histoire, mais la vérité que chacun d'entre eux avait besoin d'entendre. Les histoires de toutes les personnes qui avaient été rejetées, dégradées ou déshumanisées au nom du divertissement d'autrui s'abattaient sur eux comme une lourde couverture. Le silence se faisait plus profond à chaque mot, le poids de la responsabilité collective prolongeant le silence jusqu'à le rendre permanent. Finalement, le Vitexio, celui qui avait le plus ri ce soir-là, s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Hartley, dit-il d'une voix visiblement basse, nous vous devons, à vous et à toute votre équipe, des excuses officielles. Ce n'est pas ce que nous voulons être en tant qu'entreprise. C'est avec la reconnaissance que commence le véritable changement, répondis-je doucement. Mercredi matin, les dirigeants de VTech sont partis, leur bagage alourdi par le poids de vérités dérangeantes. Alors que leur SUV noir disparaissait dans l'allée sinueuse, je me suis retrouvé seul dans la salle de repos des employés, tenant un objet devenu bien plus qu'un simple équipement de nettoyage. La serpillière que Scott avait jetée à mes pieds reposait maintenant contre le mur, dans une vitrine transparente. Jordan m'avait aidé à la commander auprès d'un artisan local, un verre immaculé, un socle en chêne récupéré qui s'harmonisait parfaitement avec l'esthétique rustique du lieu. Je la soulevai avec révérence plutôt que résignation. À l'intérieur, elle paraissait transformée, non pas un outil d'humiliation, mais un symbole de dignité retrouvée. La plaque en laiton gravée par Jordan disait simplement: le respect commence ici. La nouvelle s'est répandue dans le bâtiment et les membres du personnel ont commencé à affluer dans la salle de pause. Ils sont arrivés discrètement, individuellement, certains touchant délicatement la vitre, d'autres restant simplement immobiles, contemplatifs et silencieux. Emma, la jeune femme de ménage qui était devenue ma première alliée en gentillesse, traçait les lettres sur la plaque, les larmes aux yeux. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Ce soir-là, dans ce qui avait été le domaine de Scott, j'ai installé mon bureau temporaire. Ces affiches de motivation agressive avaient disparu, remplacées par des plantes et des sièges confortables. J'ai étalé les vieux manuels de formation sur mon bureau, leur langage d'entreprise et leur jargon juridique intimidant dressaient le portrait d'une organisation plus soucieuse de sa propre protection que du soutien de ses collaborateurs. Page après page, j'ai tout réécrit. Là où l'ancien manuel indiquait
Les employés doivent maintenir des normes d'apparence professionnelle en tout temps. La nouvelle version lue. Nous pensons que chacun mérite de se sentir en confiance et à l'aise lorsqu'il représente notre équipe. Si vous avez besoin d'aide pour respecter ces directives, veuillez vous adresser à votre responsable ou à votre représentant RH. Nous avons ensuite repensé notre système de signalement anonyme. En collaboration avec un consultant externe, nous avons installé des bornes numériques dans des lieux privés de l'établissement nichés dans des alcôves près de l'entrée des employés, discrètement positionnés dans les vestiaires afin que le personnel puisse signaler ses préoccupations, suggestions ou compliments sans crainte de représailles. Le docteur Sarah Chin est arrivé le lundi suivant. Son sourire chaleureux et sa douceur ont immédiatement rassuré les employés nerveux. Conseillère agréée spécialisée dans les traumatismes au travail, elle a transformé un ancien local de stockage en un sanctuaire doté d'un éclairage tamisé et d'un mobilier confortable, le genre de confidentialité qui favorise la guérison. J'ai déjà travaillé dans des environnements hostiles, m'a-t-elle confié lors de notre première consultation, mais la culture ici semble déjà différente. Il y a de l'espoir. Le programme d'observation trimestrielle s'est avéré être l'initiative la plus transformatrice. J'ai annoncé que tous les cadres passeraient une semaine complète tous les 3 mois à travailler aux côtés des nouveaux arrivants. Marcus, le chef de cuisine, semblait véritablement terrifié. « Vous voulez que je fasse la vaisselle ?» demanda-t-il, incrédule. « Je veux que tu comprennes les gens qui font la vaisselle », ai-je corrigé. À la 3e heure, sa veste de chef impeccable était trempée de sueur. À la 6e heure, il discutait avec les cuisiniers des améliorations d'équipement qu'il suggérait depuis des mois. À la fin de la semaine, il avait mis en œuvre 3 changements d'efficacité qui ont réduit le temps de nettoyage de 30% tout en améliorant les conditions de travail. Cette transformation a eu des répercussions dans tous les services. Les responsables de l'entretien ménager ont trouvé des idées brillantes pour la rotation des chambres. Les réceptionnistes ont constaté l'impact physique du transport de linge lourd sur 3 étages lorsque l'ascenseur de service est tombé en panne. Les responsables de la maintenance ont réalisé que leur équipe avait bricolé des solutions à des problèmes qui auraient pu être résolus définitivement avec des investissements matériels modestes. La métamorphose de Gloria fut des plus remarquables. N'étant plus confinée à des déjeuners solitaires, elle se retrouva entourée de collègues désireux d'entendre ses histoires et de bénéficier de ses décennies d'expertise institutionnelle. Lorsque je lui ai proposé le poste de mentor du personnel, un poste nouvellement créé pour accompagner les nouveaux employés, ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'aurais jamais cru qu'on me voyait autrement qu'en arrière-plan, a-t-elle admis. Vous m'avez redonné ma voix. La promotion de Jordan au poste de coordinateur des installations s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 40% et de l'autorisation de mettre en œuvre des améliorations en matière de sécurité et d'efficacité qu'il notait discrètement depuis des années. Son premier geste officiel fut l'installation de tapis de sol ergonomiques dans la cuisine, réduisant considérablement les douleurs dorsales qui pesaient sur le personnel depuis des mois. Le parcours d'Emma, de la simple épreuve des toilettes à la direction de l'équipe d'entretien, illustre l'épanouissement possible lorsque chacun se sent valorisé. Son empathie naturelle et son souci du détail font d'elle le type de leader capable d'inspirer plutôt que d'intimider. Les couloirs ont recommencé à résonner de rires sincères, non pas les gloussements nerveux de personnes marchant sur des œufs, mais la camaraderie naturelle de collègues qui se respectaient. Les conversations coulaient à flot, les suggestions étaient formulées sans crainte, les problèmes étaient résolus en collaboration. Le départ de Scott a été géré avec une discrétion professionnelle, pas de communiqué de presse, pas de confrontation dramatique, juste un dernier chèque de paie et une lettre postale précisant les conditions de sa séparation. J'ai pris la décision consciente de ne plus jamais prononcer son nom entre ces murs. Il avait causé suffisamment de dégâts, on ne lui accorderait plus le pouvoir de continuer à hanter les personnes qui l'avaient tourmenté. Un soir de fin août, écrivais-je dans mon journal, j'ai découvert une tarte aux pommes maison sur mon bureau. La croûte était parfaitement dorée, l'arôme riche de cannelle et de soin. Un petit post-it, écrit de la main soignée de Gloria, disait « Ta mère serait fière, non pas parce que tu t'es battu, mais parce que tu as guéri. » Assis seul dans ce bureau, les larmes aux yeux, j'assistais à la profonde vérité de ces mots. Le changement n'était pas seulement possible, il se produisait, une conversation, une révision de politique, un acte de bonté intentionnelle à la fois. En transformant Serenity Haven, j'ai découvert que soigner les autres avait en quelque sorte guéri quelque chose de brisé en moi. À l'approche de l'automne, avec sa promesse de nouveau départ, je me suis senti véritablement enthousiasmé par l'avenir que nous construisions ensemble, non seulement pour moi, ni pour l'entreprise, mais pour chaque personne qui franchirait ces portes et serait traitée avec le respect et la dignité qui devrait être le droit de chaque travailleur.
La serpillière dans sa vitrine captait la lumière du soir, elle n'était plus un symbole d'humiliation mais un rappel quotidien que le respect commence vraiment ici, avec la façon dont nous choisissons de nous voir les uns les autres, de nous traiter les uns les autres et de construire quelque chose de meilleur à partir des ruines de ce qui existait avant. La photo est apparue sur Instagram à 7h23 un mardi matin, publiée par Alex Chin, notre nouveau stagiaire marketing, arrivé 3 semaines plus tôt. L'image était simple, la vitrine contenant la serpillière, la lumière matinale filtrait à travers les fenêtres de la salle de pause, projetant des arcs-en-ciel prismatiques sur la plaque de laiton. La légende disait: notre nouveau patron passait la serpillière. Voilà à quoi ressemble un vrai leadership. #respect starir #Serenity Haven. En quelques heures, la publication a été partagée des milliers de fois sur Twitter, LinkedIn et Facebook, chaque partage apportant son propre commentaire sur la culture d'entreprise, la dignité et le leadership authentique. Les médias ont repris l'histoire, sans toutefois la dramatiser, les journalistes se sont concentrés sur la transformation, la guérison et l'idée radicale selon laquelle traiter les gens avec respect pouvait réellement améliorer les résultats de l'entreprise. Good Morning America a appelé mercredi, le Today Show a suivi jeudi. J'ai décliné toutes les invitations. Il ne s'agissait pas d'un spectacle médiatique ni de me positionner en sauveur d'entreprise. L'histoire appartenait à Gloria, à Jordan, à Emma, à toutes celles et ceux qui avaient trouvé leur voie là où on avait autrefois tenté de les réduire au silence. Tard un soir, alors que la salle de pause résonnait du bruit lointain de l'équipe de nettoyage de nuit, je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire une chronique intitulée Apprendre le leadership un étage à la fois. Il ne s'agissait pas d'un manifeste, mais simplement d'une réflexion honnête sur ce que j'avais découvert durant ces 11 mois d'invisibilité intentionnelle. J'y ai écrit sur l'arrogance de croire que le leadership s'apprend uniquement dans les manuels et les conseils d'administration, sur la profonde sagesse qui réside aux quatre coins d'une organisation et qui attend quelqu'un d'assez courageux pour l'écouter, et sur la différence entre gérer les gens et les servir. Sur un coup de tête, je l'ai soumis à la Harvard Business Review, m'attendant à un refus ou à une relecture importante. Au lieu de cela, ils l'ont publié tel quel, avec une simple biographie de l'auteur. Stephanie Hartley est vice-présidente des opérations chez Serenity Haven Retrea et estime que les meilleurs leaders se font, ne n'est-ce pas, une interaction authentique à la fois. La réponse a été incroyable. Ma boîte mail a été inondée de messages de cadres partageant leurs propres histoires de transformation, d'employés décrivant des environnements toxiques qu'ils espéraient changer, et d'étudiants en commerce remettant en question tout ce qu'on leur avait appris sur la hiérarchie. Un message, provenant d'une femme de chambre d'hôtel de Denver, m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci de nous avoir vus. Merci de montrer aux autres que nous comptons aussi. Mais c'est le courriel du docteur Patricia Williams, doyenne de la faculté de commerce de l'université Northwestern, qui a marqué le véritable héritage de ma mère. Elle y écrivait: nous aimerions vous inviter à échanger avec nos étudiants en MBA. Plus encore, nous aimerions explorer la possibilité de créer un programme de bourse inspiré de la philosophie du leadership au service de votre mère. C'est ainsi qu'est née la bourse Hartley Dignity, non seulement pour apporter un soutien financier, mais aussi pour repenser en profondeur notre conception du développement du leadership. Au lieu de récompenser la moyenne générale ou les compétences en réseautage, les candidats passent 6 mois à occuper des postes de service débutants. Leurs mémoires finaux doivent démontrer non seulement leur connaissance en affaires, mais aussi comment leur expérience a transformé leur compréhension de la dignité humaine au travail. La première lauréate fut choisie à l'unanimité, Emma Rodriguez, la jeune femme qui avait autrefois pleuré seule dans les toilettes. Sa candidature ressemblait davantage à de la poésie qu'à une dissertation pour une bourse, décrivant le pouvoir des petites attentions et son rêve d'ouvrir une entreprise hôtelière où chaque employé serait traité comme un membre de sa famille. Lors de la cérémonie de remise des prix, dans la salle de repos même où son parcours avait débuté, Gloria a remis l'addition, Jordan a manœuvré la caméra et Marcus a offert ses cupcakes maison signature. Ce n'est pas seulement de l'argent pour les études, dit Emma, la voix posée là où elle tremblait autrefois. C'est la preuve que la douleur peut devenir un but, que les pires moments de notre vie peuvent servir de fondement pour aider les autres. 3 mois plus tard, je me trouvais sur la tombe de ma mère par une fraîche matinée d'octobre, le genre de journée qu'elle avait toujours dit être parfaite pour un nouveau départ. La simple pierre tombale en granit portait son nom, ses dates et une seule ligne. Elle a créé des espaces pour la guérison. Des feuilles mortes recouvraient le sol de nuances dorées et cramoisies. Je me suis agenouillé et j'ai déposé 2 objets au pied de la pierre, un chiffon de nettoyage roulé au pas la serpillière de la vitrine, mais un chiffon propre symbolisant le travail en cours plutôt qu'un traumatisme passé et un gardénia blanc, sa fleur préférée.
Ce gardénia avait été étonnamment difficile à trouver en octobre, nécessitant d'appeler 3 fleuristes différents avant d'en trouver un qui accepte de le commander spécialement. J'ai murmuré dans l'air frais, comme tu le voulais, comme tu le faisais quand tu construisais quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Ces mots semblaient immenses et intimes, une conversation à travers le voile de la mortalité qui semblait aussi naturelle que nos conversations l'avaient été de son vivant. Lundi matin, je suis arrivé à Serenity Haven avant le lever du soleil, non pas par nécessité, mais par envie. Le bâtiment paraissait différent en ses premières heures calmes, plein d'attente, paisible, vibrant de l'énergie potentielle d'un lieu où de belles choses se produisent. J'ai préparé du café dans la salle de pause avec la machine commerciale qui m'avait intimidé pendant ma première semaine comme femme de ménage, mais qui me semblait désormais une vieille amie. Lorsque Gloria est arrivée à son heure habituelle, elle m'a trouvé assise à notre table familière avec 2 tasses fumantes et une assiette de biscuits à la cannelle qu'elle avait mentionné apprécier des mois auparavant. Aucun appareil photo n'a immortalisé ce moment, aucune publication sur les réseaux sociaux n'a documenté notre conversation à propos de ses petits-enfants, de son jardin ou de son cours de quilting au centre communautaire. Vous savez ce que j'aime le plus dans tout ça, dit-elle en désignant la salle de pause tandis que d'autres arrivants précoces arrivaient, leurs salutations chaleureuses et sincères plutôt que superficielles. Ce n'est pas que vous avez tout changé du jour au lendemain, a-t-elle poursuivi, c'est que vous avez prouvé que le changement était possible. Par les fenêtres, je voyais Jordan consulter un architecte paysagiste pour agrandir le jardin de méditation, Emma former 2 nouvelles employées de maison avec la patience et les encouragements dont elle avait tant besoin, Marcus rire avec ses cuisiniers autour d'une blague partagée, chose impossible sous l'ancien régime de la peur. La serpillière dans sa vitrine reflétait la lumière du matin, elle n'était plus un symbole d'humiliation, mais un rappel quotidien que le respect peut naître de n'importe où, avec le courage de chacun. C'était exactement là que j'avais ma place non pas au-dessus du travail, mais en lui, participant à l'effort constant pour créer quelque chose digne de la mémoire de ma mère et pour tous ceux qui appelleraient ce lieu leur foyer professionnel. Certains héritages se construisent sur des monuments et des gros titres, d'autres sur des moments de dignité et de calme, une interaction à la fois, jusqu'à ce que la gentillesse soit tellement ancrée dans la culture que la cruauté ne puisse plus s'y enraciner. Si cette histoire de dignité et de transformation vous inspire, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Mon moment préféré, c'est quand Stéphanie a placé la serpillière dans la vitrine, transformant l'humiliation en espoir. Quel a été votre moment préféré? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et ne manquez pas d'autres histoires aussi touchantes, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.